Tous, c'est la quatrième vidéo sur les diagrammes binaires liquide-vapeur. Aujourd'hui, on parle de volatilité et de règles du miroir. Allez, on se retrouve tout de suite sur la tablette. Alors dans cette quatrième vidéo sur les diagrammes binaires, on va parler de diagrammes isothermes et isobars. Donc jusque-là, on a surtout vu des diagrammes isobars. Et donc on va discuter d'une notion qui est la volatilité et parler de ce qu'on appelle la règle du miroir. Donc les prérequis, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, en particulier la construction des diagrammes. Jusque-là, je vous rappelle, on avait vu uniquement les diagrammes isobars. Donc là, on va voir un petit peu les diagrammes isothermes. Alors commençons par cette notion de volatilité. Alors la volatilité, ça peut paraître surprenant, mais en fait c'est une notion qui est fondamentalement, je vais dire, comparative. C'est-à-dire qu'en fait, une espèce, elle n'est pas volatile dans l'absolu, elle est volatile par rapport à une autre espèce. Donc ça c'est quelque chose qui est, on va dire, comparatif. Si vous avez déjà fait le plein de votre voiture ou de la voiture de quelqu'un d'autre, qui est une essence ou un diesel, vous avez remarqué que l'essence, qui est un alcane un petit peu plus léger, a tendance à s'évaporer plus rapidement et vous en gardez moins longtemps sur les mains. Contrairement aux alcanes que vous trouvez dans le diesel, qui sont des alcanes plus lourds, donc qui sont moins volatiles. Donc la notion de volatilité, c'est vraiment une notion que je vais dire comparative. On va dire qu'une espèce est plus volatile qu'une autre ou moins volatile qu'une autre. Donc ici, comme je vais avoir des mélanges binaires, je vais comparer toujours une espèce à une autre. Donc on va définir, ça va être vraiment par définition, on va poser que l'espèce la plus volatile, c'est celui qui va avoir la pression de vapeur saturante la plus élevée. Donc l'espèce, on va dire la plus volatile, est celle qui a la pression de vapeur saturante la plus élevée. Alors c'est quoi la pression de vapeur saturante? C'est la pression que vous avez au-dessus du liquide pur. La pression de vapeur saturante, c'est ce qu'on note PI étoile, c'est au-dessus du corps pur liquide, la plus élevée. Donc ça, c'est vraiment un paramètre de corps pur. Donc plus il a une pression de vapeur saturante élevée, plus il est volatile. Donc ça, c'est vraiment par définition. Du coup, on va essayer d'interpréter un petit peu ce phénomène-là d'un point de vue thermodynamique. S'il a une pression de vapeur saturante qui est plus élevée, dans les mêmes conditions de température, évidemment, donc PV égale nRT, je réfléchis avec le gaz parfait, s'il a une pression qui est plus élevée dans les mêmes conditions de volume et de température, PV égale nRT, ça veut dire que j'ai mis une plus grande quantité de matière en phase gazeuse. Donc ça, typiquement, ça veut dire que c'est une espèce qui passe davantage en phase gazeuse. Donc si elle passe davantage en phase gazeuse, ça veut dire que finalement ça lui coûte moins cher de passer en phase gazeuse, puisqu'il faut fournir de l'énergie pour passer en phase gazeuse. Donc ça veut dire que je peux plus facilement déstructurer sa phase liquide, je peux plus facilement casser l'énergie du liquide. Donc l'énergie du liquide, c'est ce qu'on appelle la cohésion. Donc on va dire que la phase liquide de l'espèce la plus volatile est moins cohésive. Elle a moins de cohésion. C'est pour ça que ça passe plus facilement en phase gazeuse. Donc si la phase elle est moins cohésive, il faut que je fournisse moins d'énergie. Il faut donc fournir moins d'énergie pour la faire passer de l'état liquide à l'état vapeur. Donc moins d'énergie. Alors cette énergie en thermodynamique, elle se fournit sous la forme d'énergie thermique, par exemple. Cette énergie thermique molaire, ça va être RT. Donc il faut fournir moins d'énergie pour la vaporiser. Du coup, si mon énergie thermique elle est quantifiée par RT et qu'il faut fournir moins d'énergie thermique pour la vaporiser, c'est quoi la température qui caractérise la vaporisation? C'est la température d'ébullition. Donc s'il faut fournir moins d'énergie thermique, ça veut dire que sa température d'ébullition est plus faible. Donc vous voyez qu'un composé qui est plus volatile aura une température d'ébullition qui sera plus faible. Donc ça, c'est un résultat important. Plus un composé
a une pression de vapeur saturante élevée, plus sa température d'ébullition sera faible. Du coup, si je traduis ça en diagramme binaire, voilà à quoi ça ressemble. On va laisser comme ça. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez que dans un cas à gauche, j'ai la température qui est constante. C'est ce qu'on va appeler un diagramme isotherme. À droite, c'est les diagrammes qu'on a vus jusque-là, à pression constante. Ce sont des diagrammes qu'on va appeler isobars. Donc vous voyez que dans le cas à pression constante, j'ai la température d'ébullition de l'espèce 1 que je lis à droite, qui est plus basse que la température d'ébullition de l'espèce 2. Ça, c'est ce que je lis à gauche. Du coup, vous voyez que le correspondant pour le diagramme à température constante maintenant, donc là je lis les pressions de vapeur saturante sur les axes, vous voyez que la pression de vapeur saturante de l'espèce 1, que je lis sur l'axe de droite, elle est plus élevée que la pression de vapeur saturante de l'espèce 2. Donc c'est ça qu'on appelle la règle du miroir, c'est-à-dire que si j'ai une pression de vapeur saturante qui est plus élevée, alors j'ai une température d'ébullition qui est plus faible. Ça c'est un exemple typique de ce qu'on appelle la règle du miroir, et c'est comme ça que vous pouvez visualiser ou schématiser a priori un diagramme isotherme si on vous donne le diagramme isobar. Alors je vous donne ici un exemple de diagramme, donc c'est un diagramme CO2 avec un réfrigérant. Donc les points, c'est des points obtenus par modélisation, et les tirés ici, c'est si je fais l'hypothèse que mon mélange est idéal. Donc on voit que le mélange il est quasiment idéal ici. Donc ce que vous avez ici à haute pression, donc à haute pression je vais avoir la phase liquide. Attention, tout à l'heure dans mes diagrammes, quand j'étais à haute température, j'avais le gaz. Ici, je vais bien avoir le liquide à haute pression. C'est un autre effet collatéral de la règle du miroir, c'est que les phases sont opposées sur le diagramme. Donc on passe en P3, je vais bien avoir le gaz, donc à faible pression. Et à l'intérieur du fuseau, je vais toujours trouver le liquide et le gaz. Donc les deux espèces en phase liquide et les deux espèces en phase gaz. Les courbes C1 et C2, c'est pareil. Tout à l'heure, on avait la courbe de bulle qui était en bas. À présent, la courbe de bulle, qui est toujours la courbe qui touche la phase liquide, elle va se trouver en haut. Et la courbe C2, qui est la courbe ici de rosée, va se trouver en bas. Et ici, je vais lire les pressions de vapeur saturante. Donc P1 étoile. Et ici, P2 étoile. Donc voilà à quoi va ressembler un diagramme de binaire, on va dire isotherme. Donc ça, c'est un diagramme qui se mesure à température constante. Donc vous voyez que c'est très similaire à un diagramme isobar, ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, sauf qu'il est renversé, et c'est ce côté un renversement qu'on appelle règle du miroir. Alors ça, c'est pour le cas où vous avez des fuseaux simples. Vous voyez que ce système, les systèmes, typiquement les systèmes de réfrigérant, se comportent quasiment comme des mélanges de gaz parfaits. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez des systèmes un petit peu plus compliqués, c'est-à-dire typiquement des mélanges azéotropiques? Donc là, je vous présente un cas particulier. Donc, je trace la pression à température constante et je vais avoir un mélange avec un maximum, une pression maximale, donc un azéotrope un maximum en pression. Et donc ça, c'est vraiment particulier. Qu'est-ce qui se passe si la pression de l'azéotrope est supérieure aux pressions des deux corps purs? Donc on a dit jusque-là, l'espèce la plus volatile, c'est celle qui a la pression de vapeur saturante la plus élevée. Or, on sait qu'un azéotrope, quand on avait regardé tout à l'heure les courbes d'analyse thermique, ça se comporte un peu comme un corps pur. Là, j'ai un double fuseau séparé par un azéotrope. En fait, ce qui se passe ici, c'est que l'azéotrope, c'est comme si j'avais un corps pur qui avait une pression plus élevée que les deux corps purs. Donc c'est comme si l'azéotrope était un corps pur encore plus volatile que les deux corps purs. Vous voyez ici que l'espèce 1 a une pression de vapeur saturante plus élevée que l'espèce 2, mais l'azéotrope a une pression de vapeur saturante encore plus élevée que celle de l'espèce 1. Donc ici, c'est comme si, dans ce diagramme, ici, c'est comme si l'azéotrope était un corps pur, plus volatile que les deux corps purs
que l'on a. Donc s'il est plus volatile que les deux corps purs, ça veut dire que sa température d'ébullition, ou pour un azéotrope, sa température de changement de phase, elle sera plus basse que la température d'ébullition des deux corps purs. Donc ça veut dire que là encore, la règle du miroir va jouer à plein. Donc si vous regardez à gauche, vous aviez votre diagramme à température constante. À droite, vous avez le diagramme correspondant à pression constante. Et vous voyez que si vous aviez un azéotrope à maximum dans un diagramme isotherme, vous allez avoir un azéotrope à minimum dans un diagramme isobar. Donc ça, c'est un autre effet de ce qu'on appelle la règle du miroir. Donc un azéotrope à maximum dans un diagramme donc isotherme devient un azéotrope à minimum dans un diagramme isobar. Et réciproquement, évidemment. Donc si je veux résumer, le composé qui a la température d'ébullition la plus élevée a la pression de vapeur saturante la plus faible. Un azéotrope à minimum dans un diagramme isotherme devient un azéotrope à maximum dans un diagramme isobar, et à chaque fois, et réciproquement. Voilà. Donc très important, la notion de volatilité ici, qui permet d'interpréter comment on peut construire, comment on peut prédire un diagramme isotherme quand on connaît le diagramme isobar, et réciproquement. Donc cette vidéo venait conclure la série de vidéos phénoménologiques sur les diagrammes binaires. Dans les vidéos qui suivent, on va faire des choses un petit peu plus quantitatives, en commençant par le cas des mélanges idéaux et la loi de Raoult. À très bientôt!